On vous a montré ce château comme un symbole de luxe. C'est un mensonge. Versailles n'était pas un palais. C'était une prison dorée. Une arme de guerre psychologique conçue pour une seule chose, briser l'orgueil des plus grands nobles de France et mettre l'Europe à genoux. Dans les minutes qui suivent, oubliez les cours d'histoire. Nous allons vous révéler les 3 instruments de pouvoir absolu que le roi Soleil a forgés pour asservir ses rivaux. Le premier a transformé la plus grande menace du royaume en serviteur docile. Le second a conquis les esprits de toute l'Europe sans tirer un seul coup de feu. Et le troisième a protégé la France par une muraille de fer et de feu. Comprenez bien ceci, la gloire de l'Empire ne naît pas en 1804. Ses fondations ont été coulées un siècle plus tôt, dans le feu de la volonté d'un seul homme, le roi Soleil. Pour comprendre la naissance du Soleil, il faut d'abord contempler les ténèbres qui le précédaient. Au milieu du XVIIe siècle, la France n'est pas un empire. C'est un champ de bataille. Un royaume au bord du gouffre, saigné par des décennies de guerre et déchiré par ses propres enfants. Le pouvoir royal est une flamme vacillante, menacée par le souffle glacial de l'aristocratie. Les grands nobles, princes du sang, ducs et maréchaux, ne se considèrent pas comme les sujets du roi. Ils se voient comme ses égaux, des seigneurs de guerre dont les armées privées et les forteresses provinciales défient l'autorité de Paris. Ils sont les héritiers de la féodalité, des loups fiers et arrogants qui ne ploient le genou que par intérêt et le relèvent à la première occasion. C'est dans ce chaudron de trahison que le jeune Louis XIV est jeté. En 1648, la révolte éclate. On l'appelle la Fronde. Pour l'histoire, c'est une guerre civile complexe. Pour l'enfant de 10 ans qui porte la couronne, c'est une leçon gravée au fer rouge dans sa chair. Il voit Paris, sa propre capitale, se hérisser de barricades. Il entend la populace hurler des insultes contre sa mère, la régente Anne d'Autriche, et son ministre, le cardinal Mazarin. Une nuit de janvier 1649, il est réveillé en pleine nuit. Il faut fuir. Le roi de France, loin du Seigneur, s'échappe de son propre palais comme un voleur, dans le froid et l'humiliation. Cette fuite n'est pas un simple événement politique. C'est le traumatisme fondateur. C'est la cicatrice brûlante qui ne le quittera jamais. Dans son exil forcé, il observe les grands du royaume, ses propres cousins comme le grand Condé, s'allier avec l'ennemi juré, l'Espagne, pour dépecer le pouvoir royal. Il apprend la leçon la plus importante de sa vie. La plus grande menace pour la France ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. La noblesse n'est pas le pilier du trône. C'est une meute de prédateurs qui attend le premier signe de faiblesse pour dévorer le roi. Cette nuit-là, un enfant effrayé est mort et un monarque implacable est né. Il se fait une promesse silencieuse, plus jamais il ne sera le jouet de ses sujets, plus jamais la France ne sera faible. Pour régner, il ne devra pas les convaincre, il devra les briser. Mais comment anéantir une caste si puissante, si riche et si enracinée dans l'histoire du royaume? Un autre roi aurait levé des armées, rasé leurs châteaux, fait tomber les têtes. Une guerre ouverte, sanglante, incertaine. Louis choisit une autre voie, une stratégie de génie, infiniment plus cruelle et définitive. Il n'allait pas les combattre avec l'acier, il allait les noyer dans l'or et la lumière. Il allait construire sa première arme de domination absolue, Versailles. L'idée est d'une simplicité diabolique. Le vieux palais du Louvre, au cœur de Paris, est un souvenir de l'humiliation, un labyrinthe de complots. Le pouvoir doit être déplacé, loin de la fureur de la capitale, dans un lieu nouveau, créé de toutes pièces par sa seule volonté.
l'ancien pavillon de chasse de son père, au milieu des marais, deviendra le centre du monde civilisé. Le projet est pharaonique. Des dizaines de milliers d'ouvriers meurent à la tâche pour dompter la nature, creuser le grand canal, dessiner des jardins qui soumettent la géométrie au pouvoir du roi. Mais chaque pierre posée, chaque fontaine installée n'est pas une dépense de luxe. C'est un investissement stratégique. L'objectif n'est pas de bâtir une résidence, mais de forger une cage. Une fois le palais assez magnifique, l'invitation est lancée. Elle n'est pas formulée comme un ordre, mais comme une évidence. Le roi réside à Versailles. Le soleil brille à Versailles. Toute la gloire, toute la puissance, toutes les faveurs, toutes les pensions, toutes les charges militaires et tous les honneurs émanent désormais de ce lieu unique. Être absent de la cour, c'est se condamner à l'obscurité. C'est devenir un provincial sans importance. C'est la mort sociale. Un par un, les grands nobles comprennent le message. Ils quittent leurs terres, leurs forteresses, leurs armées privées, qui étaient les sources de leur puissance réelle. Ils accourent à Versailles pour ne pas être oubliés, et ils tombent dans le piège. Car Versailles n'est pas une cour, c'est un théâtre où le seul metteur en scène est le roi, et où les nobles ne sont plus des acteurs, mais des marionnettes. Pour les contrôler, Louis invente l'instrument de torture psychologique le plus efficace de l'histoire, l'étiquette. Un ensemble de règles et de rituels d'une complexité hallucinante qui régit chaque seconde de la vie à la cour. Qui a le droit de s'asseoir sur un tabouret en présence du roi? Qui a le droit de lui parler? Qui aura l'honneur suprême de tenir le bougeoir pendant qu'il se couche? Ces questions, qui nous paraissent aujourd'hui absurdes, deviennent le champ de bataille principal de l'aristocratie. Les plus grands généraux du royaume, des hommes qui ont commandé des dizaines de milliers de soldats, se livrent des guerres intestines féroces pour obtenir le privilège de tendre sa chemise au roi lors de la cérémonie du lever. Ils oublient de comploter contre l'État, car ils sont trop occupés à comploter les uns contre les autres pour un regard, un sourire, une parole du monarque. Leur orgueil et leur énergie sont entièrement détournés vers la poursuite de futilités. Le roi, lui, observe. Il est le seul arbitre de ce jeu mortel. D'un mot, il peut élever une famille au pinacle. D'un silence, il peut la détruire. La deuxième mâchoire du piège est financière. La vie à Versailles est un gouffre. Pour paraître à la cour, il faut des costumes somptueux, des carrosses magnifiques, des bijoux étincelants. Il faut participer à des fêtes grandioses, perdre des fortunes aux tables de jeu. Les nobles, pour tenir leur rang, s'endettent. Et auprès de qui s'endettent-ils? Auprès du roi, qui leur accorde des pensions pour les aider à survivre dans l'univers qu'il a lui-même créé. Ils deviennent ses obligés, prisonniers de ses largesses. Leur fierté était leur plus grande force. Louis en fait leur faiblesse mortelle. Enfin, Versailles est un panoptique, une prison de verre. Dans leur château lointain, les nobles pouvaient comploter en secret. Ici, tout le monde est sous le regard de tous, et surtout sous le regard du roi. Son réseau d'espions et d'informateurs est partout. Chaque conversation est rapportée, chaque liaison, chaque mécontentement. Aucune conspiration ne peut naître dans cet environnement où la méfiance est reine et où le voisin est un rival. En l'espace d'une génération, la transformation est totale. Les fiers seigneurs de guerre de la Fronde, les loups indomptables, ont été domestiqués. Leurs fils ne sont plus des guerriers, mais des courtisans. Ils ont échangé leurs épées contre des souliers de balle, leur indépendance contre une servitude dorée. Leurs châteaux forts tombent en ruine
pendant qu'ils se battent pour un logement exigu à Versailles. Leurs armées privées ont été dissoutes et intégrées à l'armée royale. Louis XIV n'a pas eu besoin de leur déclarer la guerre. Il a remporté la victoire la plus totale qui soit. Il a transformé ses ennemis les plus dangereux en accessoires de son propre décor. La bête intérieure était matée. L'autorité absolue du roi sur la France était désormais incontestable. Mais pour faire de la France le centre du monde, il fallait regarder au-delà de ses frontières. Le roi avait forgé sa première arme. Il était temps de dévoiler la seconde. Avec une noblesse transformée en collection de papillons épinglés sous verre, le roi Soleil pouvait enfin tourner sa lumière aveuglante vers l'Europe. Son ambition n'était pas simplement de faire de la France le royaume le plus puissant. C'était une ambition d'une nature différente, presque divine. Il voulait faire de la France le centre de gravité de la civilisation, le modèle universel auquel toutes les autres nations aspireraient. Pour y parvenir, les armées ne suffisaient pas. Une conquête militaire est toujours fragile, dépendante de la force brute, vulnérable au moindre revers. La véritable domination, la plus durable, n'est pas celle qui s'impose au corps, mais celle qui s'insinue dans les esprits. Louis XIV va donc lancer l'offensive la plus spectaculaire de son règne, une guerre culturelle totale dont l'Europe ne se remettra jamais. C'est sa deuxième arme de domination, la culture comme instrument de conquête. Le premier champ de bataille fut celui de la langue. Jusqu'alors, la langue universelle des élites, de la diplomatie et de la science était le latin, héritage de l'Empire romain. Un langage neutre, ancien, appartenant à tous et à personne. Louis décrète que cet ordre est terminé. La langue de la grandeur sera désormais le français. Il ne l'impose pas par la force, il la rend désirable, irrésistible. Il finance massivement les arts et les lettres. Il crée des académies chargées de polir la langue française, de la rendre claire, élégante, précise, supérieure à toutes les autres. Il attire à sa cour les plus grands esprits de son temps. Corneille, Racine, Molière, La Fontaine, Lully, Lebrun. Ces hommes ne sont pas de simples artistes, ce sont les soldats de son armée culturelle. Leurs œuvres ne sont pas de simples divertissements. Ce sont des manifestes de la supériorité française. Les tragédies de Racine explorent la psychologie humaine avec une profondeur inégalée. Les comédies de Molière dissèquent les mœurs avec un esprit si universel qu'elles sont comprises et applaudies partout. Les opéras de Lully sont des spectacles totaux, mêlant musique, danse et machinerie grandiose qui écrasent tout ce qui se fait ailleurs. Et le message est toujours le même, implicite ou explicite. La perfection artistique, l'intelligence, le bon goût, résidant en France, à la cour du plus grand des rois. Le phénomène se propage comme une onde de choc partout en Europe, dans les palais de Vienne, de Berlin, de Madrid ou de Saint-Pétersbourg. Les élites comprennent, pour être considérées comme civilisées, pour participer à la grande conversation du monde, il faut parler français. Le roi d'Angleterre, le tsar de Russie, l'empereur du Saint-Empire germanique correspondent entre eux, non pas dans leur langue natale, mais en français. Frédéric II de Prusse, un siècle plus tard, méprisera la langue allemande et n'écrira ses œuvres philosophiques qu'en français, la seule langue digne de l'esprit selon lui. La langue française n'est plus une langue parmi d'autres. Elle est devenue un signe de distinction sociale, un passeport pour le pouvoir et l'influence. Chaque prince allemand qui engage un précepteur français pour ses enfants, chaque diplomate autrichien qui rédige un traité en français, admet
sans même s'en rendre compte, la supériorité culturelle de son rival. C'est une colonisation des esprits, plus efficace et moins coûteuse que n'importe quelle invasion. La deuxième vague de l'offensive est celle de l'art de vivre. Versailles n'est pas seulement un centre politique, c'est une vitrine, la vitrine du modèle français. Les modes vestimentaires, les règles de la gastronomie, l'étiquette des réceptions, l'architecture des jardins, tout ce qui se décide à la cour de France devient instantanément la norme pour le reste du continent. Les manufactures royales, comme les Gobelins ou Saint-Gobain, produisent des tapisseries, des miroirs et des meubles d'un luxe et d'un raffinement qui dictent le goût européen. Les autres monarques, consumés par la jalousie et l'admiration, n'ont qu'une seule obsession, imiter. Ils construisent des petits Versailles, partout, de Schönbrunn à Vienne jusqu'à Peterhof à Saint-Pétersbourg. Ils s'habillent comme Louis XIV, dansent comme à la cour de France, essaient de reproduire les fêtes somptueuses dont les récits leur parviennent. Mais une copie reste une copie. En voulant ressembler au soleil, ils ne font que reconnaître qu'ils sont des astres inférieurs, condamnés à orbiter autour de lui. Ils financent eux-mêmes leur propre soumission culturelle. Louis XIV a réussi un coup de maître. Il a transformé la culture française en un produit d'exportation si puissant qu'il a créé une dépendance chez ses adversaires. Chaque perruque poudrée à Berlin, chaque menuet dansé à Moscou, chaque pièce de Molière jouée à Londres est une victoire silencieuse, un acte d'allégeance à la grandeur française. L'hégémonie de la France n'est plus seulement une question de puissance militaire, mais un fait culturel accepté par tous. Le royaume est devenu la source de toutes choses belles, intelligentes et désirables. Mais le roi Soleil sait que le velours doit toujours cacher une main de fer. La séduction est une arme puissante, mais elle ne suffit pas à dissuader les plus récalcitrants ou à protéger les frontières. Derrière le rayonnement éblouissant de sa culture, Louis bâtissait en parallèle sa troisième arme, la plus tangible, la plus brutale. Une machine de guerre comme l'Europe n'en avait jamais vu. Car si l'esprit de ses ennemis lui appartenait déjà, il comptait bien s'assurer que leur territoire ne serait jamais une menace. La France allait devenir une forteresse, et de cette forteresse jaillirait le feu. La séduction culturelle avait anesthésié l'Europe. La domestication de la noblesse avait unifié la France. Le temps était venu de forger le point d'acier qui garantirait la pérennité de cet ordre nouveau. Car Louis XIV, l'homme de théâtre et le mécène des arts, était avant tout un roi de guerre. Il savait que la grandeur reposait en dernière instance sur la capacité à détruire ses ennemis. Sa troisième arme fut donc la plus terrible, la création de la première armée moderne, une machine de guerre rationnelle, centralisée et implacable. Avant lui, les armées européennes étaient encore des créatures médiévales, des agrégats hétéroclites de mercenaires recrutés pour une campagne, mal payés, mal équipés, plus promptes à piller leurs propres alliés qu'à obéir à une stratégie cohérente. Les officiers achetèrent leurs charges, considérant leur régiment comme une propriété personnelle. La loyauté allait au plus offrant. Louis et ses ministres de la guerre, d'abord Le Tellier, puis son fils Louvois, vont balayer cet archaïsme avec une brutalité méthodique. Leur vision est révolutionnaire. L'armée n'est pas une collection de bandes armées. Elle est un instrument de l'État, un monopole de la violence entièrement dévoué à la seule volonté du roi. La première réforme est celle de la discipline. Fini l'indépendance des capitaines. L'État prend tout en main. Il crée l'uniforme. Pour la première fois, les soldats français sont reconnaissables
vêtus de gris blanc avec des parements de couleurs. Ce n'est pas un détail esthétique, c'est un acte psychologique puissant. Le soldat n'est plus un individu, il est une parcelle de la puissance royale. Il porte la livrée du roi. Avec l'uniforme vient la solde régulière versée par l'État. Le pillage est désormais interdit et puni de mort. Le soldat est nourri, logé, payé. Il n'est plus un bandit, il devient un professionnel. Pour l'héberger, Louvois lance un programme de construction de casernes dans tout le royaume. Le soldat ne vit plus chez l'habitant, créant tensions et désordres. Il vit dans une structure militaire qui renforce sa cohésion et son identité. La deuxième révolution est celle de l'organisation. L'armée est rationalisée. Une hiérarchie claire est mise en place, fondée non plus seulement sur la naissance, mais sur l'ancienneté et le mérite. Un ordre du tableau est créé pour classer les officiers. Pour la première fois, une carrière militaire devient possible pour des hommes qui ne sont pas issus de la plus haute noblesse. Le résultat est une armée qui passe de moins de 100 000 hommes au début du règne à près de 400 000 hommes à son apogée. C'est, de très loin, la plus grande force militaire jamais assemblée en Europe. Une masse humaine colossale, mais une masse disciplinée, organisée et commandée par des officiers dont la seule loyauté va au roi. Et cette armée est équipée des meilleures armes de son temps. L'artillerie française, sous la direction de commissaires royaux, est standardisée. Les calibres sont unifiés, rendant l'approvisionnement en munitions infiniment plus simple. Le fusil à silex, plus fiable et plus rapide à recharger que le mousquet à mèche, est généralisé. Il est bientôt complété par la baïonnette à douille, une invention française qui transforme chaque fantassin en piquier sans qu'il ait à abandonner son arme à feu. Le soldat français devient le plus polyvalent et le plus redoutable du champ de bataille. Mais la plus grande manifestation de ce génie militaire n'est pas offensive, elle est défensive. Louis XIV n'est pas seulement un conquérant, c'est un bâtisseur. Il comprend que la véritable puissance n'est pas de gagner des batailles, mais de rendre son royaume invulnérable. Il confie cette tâche titanesque à un homme d'exception, un ingénieur militaire au génie inégalé, Sébastien, le prestre de Vauban. Vauban va passer sa vie à parcourir les frontières du royaume pour y tisser ce qu'on appellera la ceinture de fer. Son concept est simple mais brillant. Fini les forteresses isolées, héritées du Moyen Âge. Il faut créer un système cohérent, une double ligne de villes fortifiées, se protégeant mutuellement et capable de canaliser, de ralentir et de briser n'importe quelle invasion. Il ne se contente pas de construire. Il perfectionne l'art de la fortification. Il invente le bastion, ces ouvrages en forme d'étoile qui éliminent les angles morts et permettent des tirs croisés dévastateurs. Il enterre les murailles derrière des glacis de terre pour les protéger des tirs de canon. Il rationalise les plans, calcule chaque angle, chaque distance. Ces forteresses ne sont pas des châteaux, ce sont des machines à tuer, des équations de pierre conçues pour maximiser les pertes de l'assaillant. De Lille à Strasbourg, des Alpes aux Pyrénées, Vauban érige ou modernise plus de 300 fortifications. La France se hérisse de pierres et de canons. Elle devient une citadelle imprenable. Cette ceinture de fer change la nature même de la guerre. Désormais, pour envahir la France, un ennemi doit se préparer à une série de sièges longs, coûteux en hommes et en matériel. Pendant qu'il s'épuise à prendre une seule ville, les armées françaises, mobiles et bien ravitaillées, ont tout le temps de se rassembler et de le contre-attaquer. Le précaré, comme l'appelle Vauban, est sécurisé. Cette sécurité nouvelle
permet à Louis de projeter sa puissance à l'extérieur avec une audace sans précédent. Ces guerres, comme la guerre de Dévolution ou la guerre de Hollande, sont des démonstrations de force. Elles ne sont pas menées pour la survie, mais pour l'expansion, pour le prestige, pour la gloire. Il mène ses campagnes en personne, non pas comme un général, mais comme un dieu de la guerre, organisant des sièges qui sont de véritables spectacles de puissance, où la victoire est certaine et calculée d'avance. L'Europe regarde, terrifiée et fascinée. L'Espagne est humiliée et dépecée. La Hollande, richissime république marchande, est mise à genoux. Les princes allemands sont rançonnés. L'armée du roi Soleil semble invincible. La culture française séduisait les élites. La machine de guerre, elle, se chargeait de convaincre les récalcitrants. Versailles avait maté la noblesse. La langue et les arts avaient colonisé les esprits. La ceinture de fer et les régiments de Louvois avaient verrouillé le sanctuaire national. Les trois armes étaient en place. L'édifice du pouvoir absolu était achevé. Le soleil était à son zénith, et son ombre s'étendait sur le continent tout entier. L'héritage était forgé. Il ne restait plus qu'à le graver dans la légende. Louis XIV a régné 72 ans. Le plus long règne de l'histoire de France. Il a hérité d'un royaume fracturé, au bord de la guerre civile, une puissance parmi d'autres sur l'échiquier européen. À sa mort, il laisse derrière lui un pays unifié, centralisé, dont les frontières sont sécurisées comme jamais auparavant. Il a pris une France qui subissait l'influence des autres et l'a transformée en l'arbitre incontesté de la politique, de la guerre et de la culture. Il a accompli le rêve de tous les conquérants. Il n'a pas seulement gagné des territoires, il a imposé sa vision du monde. Versailles, son arme contre la noblesse, est devenu le modèle de tous les palais. La langue française, son arme contre les esprits, est devenue le langage de la civilisation. Et son armée, son arme de fer, a établi de nouveaux standards de puissance qui forceront toutes les nations à se moderniser pour simplement survivre. Cet héritage de grandeur et d'ambition est si puissant que même la Révolution, qui cherchera à détruire tout ce qu'il a bâti, ne pourra l'effacer. Au contraire, la Révolution et l'Empire hériteront de ces instruments de pouvoir, un État centralisé, une nation unie et une armée nationale capable de mobiliser des centaines de milliers d'hommes. Il a créé l'État que le plus grand de ses héritiers, Napoléon Bonaparte, utilisera pour faire trembler le monde une nouvelle fois. La gloire de l'Empire ne naît pas dans les plaines d'Austerlitz. Elle a été forgée un siècle plus tôt, dans le feu de la volonté d'un seul homme, le roi Soleil. Cet héritage de fer est le nôtre.